Je voulais faire cette vidéo pour faire une revue complète en 2026 de comment démarrer un projet photovoltaïque en tant que propriétaire d'une maison, en tant qu'habitant d'une maison, d'un logement quelconque, en 2026. Et donc du coup, quels sont les critères permettant de pouvoir choisir la solution adaptée à son contexte. L'idée, c'est un peu faire la revue et de vous permettre de pouvoir démarrer correctement dans ce projet-là et ne pas vous retrouver coincé très rapidement avec un choix qui aurait été décidé sans comprendre tous les tenants et les aboutissants. Tout d'abord, quelle est la situation aujourd'hui ? En 2026, on a eu énormément de changements ces dernières années. La situation d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle des années 2020, on va dire période Covid. Bien sûr que le Covid a été un premier gros déclencheur avec la partie, enfin les demandes faites aux personnes de travailler de chez elles, donc d'être plus présent chez soi, donc de consommer plus d'énergie chez soi. Mais globalement, on a beaucoup de choses qui ont changé depuis. L'évolution administrative, donc déjà plutôt positive dans le sens des photovoltaïques, de l'installation photovoltaïque, avec les différentes lois qui ont été successives, comme la loi APER, mais aussi les simplifications administratives qui ont été faites. Attention, je mets beaucoup d'astérix autour de la simplification, parce que comme toute simplification, elle a son lot de complexité. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour une petite installation basique dans une région facile, on va dire que il y a quand même une partie des dossiers qui ont été raccourcis et simplifiés pour pouvoir monter une installation de 3 kg sans de gros blocages. En parallèle de ça, on a eu bien sûr une électrification massive des usages. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pompes à chaleur, les véhicules électriques, les logements avec divers appareils installés, les usages qui peuvent être d'agréments personnels, etc., tout ça en fait est basé sur de la consommation électrique. Précédemment, on pouvait avoir du matériel qui était bien sûr basé sur du pétrole ou du bois, ou etc. Mais on voit aujourd'hui que en fait tout pousse pour aller vers cette partie électrification. Sachant que le premier poste de consommation énergétique dans un logement, enfin dans un foyer, ça reste aujourd'hui principalement le véhicule, le deuxième étant le chauffage. Donc à partir du moment où vous avez transféré ces deux systèmes d'une consommation énergétique basée sur du pétrole ou du bois ou etc. vers de l'électrification, vous avez quand même transféré une bonne partie de votre consommation énergétique vers l'électrique. Donc vraiment l'électrification massive des usages est vraiment un point caractéristique des changements de cette période, cette nouvelle période. En parallèle de ça, on a aussi une augmentation massive des prix des énergies carbonées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit aller à n'importe quelle pompe d'une station-service pour comprendre que le plein d'essence coûte une fortune et en fait a pris quasiment 40% en très peu de temps, c'est-à-dire en moins de 5 ans, qui est loin d'être la durée de vie d'un véhicule chez un foyer. Mais en fait, cette augmentation massive fait que ça change complètement les visions qu'on a sur l'usage d'une énergie chez soi. Si vous avez installé une chaudière à fioul il y a quelques années, aujourd'hui vous regardez les packs de manière très très intense. Si vous avez acheté un diesel il y a une dizaine d'années, aujourd'hui vous allez regarder soit une hybride, soit un véhicule électrique de manière très très détaillée, parce que justement vous souhaitez réduire ce coût des énergies. Parallèle de ça, on a aussi la multiplication des solutions technologiques. Aujourd'hui, on a pas mal de solutions techniques permettant de répondre à différents cas d'usage. J'expliquerai un peu plus en détail juste après, mais on a plusieurs options, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, en fait, les solutions étaient il y avait très peu de solutions techniques, et donc du coup, on n'avait pas vraiment beaucoup d'options. Aujourd'hui, vraiment, on a un panel intéressant d'options pour une électrification de son foyer ou pour passer à un système photovoltaïque. En parallèle de ça, on a aussi une généralisation des usages, de tout ce qu'on appelle le HEMS, c'est-à-dire de la gestion ou le management de l'énergie dans un foyer. Donc ça passe à travers différentes solutions qui sont soit fournies par le fabricant de la plateforme que vous choisissez, soit directement par une solution tierce, type Home Assistant ou je ne sais quoi. Mais en gros, toutes ces solutions que vous pouvez mettre chez vous, en fait, ont un objectif simple, c'est de pouvoir permettre à
optimiser cet usage de l'énergie dans le logement et de pouvoir justement faire des bascules entre les productions, consommation, regarder par rapport au coût horaire, typiquement quand on est en heure creuse, heure pleine, etc., etc., et d'avoir différentes logiques d'automatisation qui peuvent se mettre. Alors avant, on appelait ça la domotique, maintenant c'est quasiment que autour, centralisé autour de l'énergie, donc on appelle vraiment ça les HEMS, et Home Assistant, même si c'est de la domotique, permet de plus en plus de pouvoir intégrer des logiques HEMS aussi. On a aussi les simplifications techniques, donc pour les propriétaires, en fait, les solutions sont de plus en plus, en même temps que les modifications ont des solutions possibles, mais en fait, elles sont de plus en plus simples d'usage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur en physique quantique pour comprendre comment mettre en place une solution et comment gérer et comment opérer pour le propriétaire, c'est-à-dire pour son logement à soi, que ce soit monsieur, madame ou les enfants, en fait, peuvent largement comprendre une plateforme de gestion de production énergétique dans les versions d'aujourd'hui. Si on regarde du point de vue d'un logement, avant de se lancer dans un projet photovoltaïque, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la situation de son logement. Donc là, on va revenir sur une personne, enfin un foyer, donc un logement, quel qu'il soit, veut passer vers du photovoltaïque, et quels sont les points qu'il faut absolument intégrer avant de lancer la moindre recherche technique, avant de choisir la moindre volumétrie, etc. C'est déjà de savoir de quoi on parle. Quel est votre profil de consommation? C'est-à-dire, vous allez devoir regarder quelle est votre consommation annuelle, donc la facture mensuelle ou annuelle, à travers votre fournisseur d'énergie. Donc les nouveaux compteurs intelligents sont quand même bien pratiques pour ça. On a carrément la possibilité, à travers leur application, de pouvoir faire une revue qui est quotidienne, on va dire. Donc on a une possibilité de pouvoir comprendre quel est l'étalement de la consommation d'énergie. Est-ce que vous avez une énergie qui est consommée uniquement dans des périodes très spécifiques, typiquement l'hiver, parce que vous avez besoin de votre chauffage? Est-ce que vous avez un étalement sur toute l'année parce que vous avez différents appareils qui se compensent entre l'été et l'hiver? Est-ce que vous avez un mode de vie dans le foyer qui fait que c'est très axé sur le week-end parce que la semaine il n'y a personne dans le logement ou que les gens travaillent, etc., etc. Donc pour comprendre un peu quel est votre profil de consommation, c'est vraiment très important parce que suivant le profil de consommation, une solution peut être adaptée mais une autre peut être complètement déconnectée de la réalité. Ce n'est pas parce que vous avez une consommation de je ne sais combien de mégawatts à l'année sur un logement qu'une solution photovoltaïque va être totalement adaptée, puisque suivant comment vous consommez et ce que vous avez dans votre foyer, une résidence secondaire avec de très gros consommateurs énergétiques va faire une très grosse consommation et pourtant elle fonctionnera que 3 mois dans l'année. Donc comprendre votre facture énergétique est vraiment indispensable aux premières étapes. Deuxième solution, c'est de mettre en place dans la mesure du possible un système de mesure de consommation. Donc il en existe plein, hein. Moi ce que j'utilise chez moi c'est Cogeco, mais il y a pas mal d'autres solutions qui existent sur le marché qui permettent de pouvoir faire une revue quasiment à quotidien ou même à l'heure près de votre consommation d'énergie pour comprendre comment en fait votre foyer fonctionne. Une fois que vous avez compris comment il fonctionne à l'année, c'est bien de comprendre comment il fonctionne à la journée. Est-ce que vous avez un talent de consommation qui est très élevé? Est-ce que vous avez des consommations que vous pouvez basculer, c'est-à-dire typiquement votre lave-linge, votre lave-vaisselle, etc. À partir du moment où vous avez une production solaire, il est intéressant de pouvoir le matcher et de pouvoir transférer ces consommateurs la journée quand vous avez une consommation, enfin une production qui est à son maximum. Donc tout ça en fait, à travers une sonde de consommation, vous pouvez justement vous aider à mettre en place un profil de consommation clair. Ensuite, quelle est la situation de l'occupant? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en location? Parce que si vous êtes en location, vous ne pouvez pas faire la même chose que si vous êtes en propriétaire. Si vous êtes en location ou en propriétaire, est-ce que vous êtes dans une maison? Est-ce que vous êtes dans une maison individuelle ou une maison mitoyenne? Est-ce que vous êtes dans un appartement? Tout ça, en fait, va vous permettre de définir ce que vous avez le droit de faire ou ce que vous n'avez pas le droit de faire. Il est clair qu'une location en appartement, ça va être très vite compliqué. Par contre, propriétaire d'une maison individuelle dans une petite résidence, etc., là, vous êtes à peu près tranquille parce que vous avez, hormis les obligations de la localité, c'est-à-dire du village ou de la ville, vous avez très peu de blocages qui peuvent se faire. Mais une maison dans une maison mitoyenne, là, déjà, m'installer quelque chose sur le toit, ça commence à être un peu plus compliqué parce que vous avez des réglementations à faire dans le cadre de la copropriété. Donc tout ça, en fait, il faut comprendre ce que vous avez le droit de faire à travers le logement dans lequel vous opérez. Ensuite, quelles sont les conditions techniques? Où est-ce que vous êtes? Donc, situation géographique. Si vous êtes dans le nord de la France ou dans le sud de la France, ce ne sera pas les mêmes obligations. Si vous avez une orientation ou si vous êtes dans une forêt, vous n'aurez pas les mêmes intérêts que si vous êtes en terrain complètement dégagé. Donc, la situation, ou en altitude, bord de mer, etc., etc., tout ça va vous permettre de comprendre les conditions techniques. Parce qu'un logement,
même une maison individuelle dans le meilleur des mondes, suivant où elle se place, comment elle se place et dans quelles conditions, en fait, les installations vont pas être les mêmes. Il faut aussi comprendre quels sont les impacts locaux. Climat, effectivement, climatique avec le vent, la neige, etc. Parce que si vous êtes en plein canal Mistral, autant dire que vous avez de bien accrocher vos panneaux solaires. Si vous avez aussi un logement qui est en très haute altitude, où là vous êtes soumis à la neige, il faut prévoir justement l'accumulation de neige sur les panneaux. Donc tout ça, en fait, vous permet de comprendre aussi quelles sont les conditions dans lesquelles votre installation devra être réfléchie. L'orientation solaire aussi est importante principalement sur les pans de toit, parce que suivant votre orientation, la capacité de production ne sera pas la même, même si aujourd'hui, même une orientation nord, avec les systèmes techniques aujourd'hui, permet quand même de produire quelque chose. C'est pas optimal, notamment l'hiver, mais par contre, ça produit quand même quelque chose, j'en suis la preuve dans mon logement. On a aussi un point à ne jamais négliger, c'est les impacts techniques locaux. Alors, techniques locaux, effectivement, il y a tout ce qui est arbres dominants. Si vous avez des gros arbres proche de votre logement, parce que c'est comme ça, parce que vous êtes en milieu d'une forêt, ou si vous avez une cheminée qui fait de l'ombre portée sur vos pans de toit, tout ça doit être pris en compte lors d'installation, parce que ça risque d'impacter complètement le choix technique qui va être mis en place. Un point aussi à prendre en compte dans la partie locaux, situation géographique, c'est la situation géographique dans un village. Est-ce que vous êtes proche de bâtiments historiques, auquel cas, en fait, vous pouvez pas faire ce que vous voulez sur votre toit? Est-ce que vous êtes sur un bâtiment classé, auquel cas vous ne pouvez pas du tout faire ce que vous voulez sur votre toit, etc., etc. Il y a aussi les conditions techniques qui sont liées à la partie, on va dire, historique de votre logement. Enfin, le dimensionnement. On est déjà beaucoup plus dans la partie technique. Comment votre toit est construit? Est-ce que c'est un toit avec uniquement 2 grands pans? Ça serait une maison très 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 basique. Ou est-ce que c'est quelque chose avec beaucoup plus structuré, avec plusieurs pans, avec un système qui est, on va dire, un peu découpé très finement, un peu comme la dentelle, auquel cas une installation solaire qui est sur des racks, enfin des rails qui sont mis, où on les met en bataille, va peut-être avoir un plus de problématiques à se mettre en place. Donc pareil, vous aurez plusieurs orientations à étudier. Donc le découpage du poids et du pan de toit et surtout la surface de toiture disponible est vraiment importante à comprendre, parce que suivant le cas et suivant la disponibilité, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. J'ai des voisins qui ont dû installer une orientation est, alors que c'est pas l'optimal, mais simplement c'était le seul pan de toit disponible dans leur logement principal. Donc du coup, ils ont quand même fait une installation avec 7 kW de crête, je crois. Mais en tout cas, c'est une orientation qui n'est pas celle optimale, mais c'était la seule disponible. Donc une fois qu'on a fait cette analyse de situation, on peut commencer à regarder par rapport à l'étude qu'on a fait de consommation, par rapport à cette analyse justement de technique, de voir quel dimensionnement. Alors moi, je parle de dimensionnement classique. On va prendre des tranches de base. En dessous de 3 kg, franchement, c'est une surface assez facile, c'est 15-20 mètres carrés, c'est aujourd'hui les 6-8 panneaux max. Ça va être idéal pour une petite maison qui n'a pas une grosse électrification, mais qui souhaite faire un effacement de consommation, effacement du talon. Bien sûr qu'en été, elle produira ses 3 kg, c'est pas une question de ça, mais il faut toujours anticiper la production hivernale, parce que c'est celle-là, en fait, qui va vous frustrer une bonne partie de l'année. C'est une fois que vous avez passé les 2 mois à plein pot d'été, en fait, ce que vous allez avoir, c'est principalement le printemps et l'automne, et surtout l'hiver, qui peut dans certains cas être très très pénalisant sur la production photovoltaïque. Une petite installation en autoconsommation avec la volonté d'effacer le talon de la journée. On peut même mettre un petit stockage, dans ce cas-là, une batterie portable en PNP, plug and play, peut aussi se caler par rapport à ça, pour justement stocker le surplus potentiel de cette production, pour pouvoir la restituer durant la nuit, de faire un lissage. Donc ça marche très bien. Donc il y a plein de fournisseurs qui existent sur le marché aujourd'hui. Pour ma part, j'ai choisi Zendur, mais je suis pas représentant Zendur, j'ai pas d'avantage avec eux. J'ai juste choisi cette technologie-là, parce que ça me semblait plus intéressant à ce jour. Mais une batterie portable, jouer la prudence avec 2 kWh, c'est tout à fait suffisant, surtout si vous avez une petite consommation électrique nocturne. Ça vous permet de pouvoir stocker, d'emmagasiner durant la journée, restituer une partie pendant la nuit, peut-être pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, ça vous enlève justement cette partie talon. Donc vraiment 3 kW crête, c'est une petite installation qui est vraiment idéale pour démarrer. De 3 à 6, on est déjà un peu plus grand, donc on va déjà avoir besoin de peu plus de surface. Donc là, on est sur les autour de 10 panneaux environ, donc ouais, dans ces eaux-là, 12 panneaux suivant la production des panneaux et suivant le matériel qui est derrière. Attention, on parle de kilowatts crête, on parle pas de production. C'est pas parce que vous avez 6 kW crête que vous allez produire 6 kg. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, mais en fait, en termes d'installation, souvent on parle de kilowatts crête parce que c'est prendre la puissance maximale de chacun des panneaux de manière à simplifier la communication. Donc 3 à 6, c'est vraiment une maison un peu basique,
Pareil, là, on est déjà un peu plus standard, on est autour des 100 mètres carrés dans ces eaux-là, avec un chauffage électrique, donc une PAC. Consommation plus régulière et assez importante quand même. Là, on est déjà un peu plus cossu, un peu plus gros, et on commence à avoir différents matériels qui consomment de l'énergie électrique. Donc là, typiquement, ce type d'installation, 3 à 6 kW crête, on est bien. On est vraiment pas mal. On peut commencer à avoir une PAC, on peut commencer à avoir une production qui soit raisonnable, et du coup, associé avec une batterie plutôt déjà de moyenne capacité. Donc là, on va dépasser les 2 kW, on va plutôt tourner à 3 à 4 kWh, de manière à pouvoir diffuser nocturne. Mais attention, les deux premiers choix sont très bien de toute façon, mais il faut aussi modifier votre consommation, c'est-à-dire essayer de basculer le maximum de consommation de votre foyer de la nuit vers le jour, c'est-à-dire de pousser tous vos systèmes de consommation. Je parle de l'exemple le plus basique, mais le lave-linge, lave-vaisselle, faites-le tourner la journée. Le tourner dès que vous avez une production maximale de votre partie photovoltaïque. Mais vraiment, ça, on va dire que 3 à 6 kW, ça commence à être intéressant. On est déjà dans un beau logement, on est déjà dans une optimisation intéressante en termes d'usage électrique. De 6 à 9, là on commence à envoyer du plus lourd, on va commencer à taper du 15-20 panneaux, donc ça fait 40 à 60 mètres carrés sur le toit, donc il faut déjà une surface de toiture qui soit assez importante, hein, c'est déjà une maison plus large. Mais là on est déjà dans une maison standard avec un véhicule électrique, vraiment une PAC, ok, mais on a surtout un VE et on a besoin de charger ce véhicule électrique régulièrement, et en fait avec des consommations, avec des pics importants. Pourquoi est-ce que je parle de pics dans ce contexte-là? C'est que les pics, il faut aussi les anticiper dans votre production. C'est pas parce que vous avez 9 kg que vous allez couvrir tous les pics. Vous allez couvrir une production de manière régulière. Si vous avez chargé le véhicule électrique en même temps que la PAC, vous faites une très gros pic de consommation, votre production solaire ne pourra pas forcément supporter ces pics-là. Donc vraiment, c'est important de comprendre que 6-9 kW, on a déjà une belle prod, mais par contre, c'est pas pour ça que vous ne devez pas regarder votre consommation régulière de manière à pouvoir justement planifier et de pouvoir équilibrer votre conso. Évitez de lancer le chauffage de la piscine en même temps que le chauffage de la maison, en même temps que le VE. Ça sert simplement à rien en fait. Plutôt, faites en sorte de charger d'abord le véhicule électrique, ensuite passer sur le chauffage de la maison et après seulement la piscine, ou inversement si vous voulez aller vous baigner dans la foulée. Mais vraiment commencez à regarder votre consommation, et c'est pour ça qu'on parlait de HEMS tout à l'heure, c'est que cette logique d'optimisation de consommation doit être réfléchie. En termes de batterie, on est déjà dans des batteries plus importantes. Par contre, l'histoire des pics aussi, c'est pour ça qu'on parle de batterie à haute disponibilité, c'est pouvoir avoir des batteries qui supportent des décharges rapides, intenses et à grand débit. Une batterie qui est capable de sortir 3 à 5 kg en export, c'est-à-dire en décharge, c'est déjà une batterie qui va permettre de pouvoir supporter cette maison de manière à ce que la batterie devienne un régulateur de consommation. Lorsque la PAC et le VE chargent en même temps, peut-être que votre consommation du logement va passer à 7 kg d'un seul coup. Dans ce cas-là, vous aurez toujours, on imagine en pleine journée, vous avez 5 kg de production, 5000 watts, ben en fait votre batterie va venir s'allier avec les 5 kg de la production photovoltaïque pour pouvoir répondre à cette demande de 7 kg. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. La batterie ne devient pas un stockage pour le nocturne, mais devient un équilibreur de charge dans le logement, y compris pour la journée. C'est-à-dire qu'il va fonctionner pour la nuit, mais il va aussi permettre de pouvoir faire des régulations de conso durant la journée. Moi, je m'en sers énormément de ce module-là à la maison. J'ai quasiment j'ai moins d'1 kWh de consommation depuis quasiment 2 semaines aujourd'hui, justement grâce à ces systèmes de batterie à haut dispo, et qui permettent de pouvoir compenser les charges que je peux avoir dans le logement en même temps que la production photovoltaïque. Au-dessus de 9, on commence à avoir des installations au-dessus de 9. Alors là déjà, vous êtes dans des grosses maisons, dans des gros logements, vous êtes dans des très grosses consommations énergétiques, donc on va dire PAC, VE, piscine, voilà, peut-être plusieurs VE, donc vraiment des très grosses consommations. Je ne vais pas rentrer en détail dans celui-là, mais là, typiquement, on est au-dessus des 60 mètres carrés, donc il faut commencer déjà à avoir beaucoup de surface sur le toit pour pouvoir mettre ces installations-là. Et il faut aussi réfléchir très fortement à des grosses quantités de batteries. Donc là, on est au-dessus des 5 kg, et ça va peut-être être plus autour de 15 kWh, parce que ça veut dire que vous consommez beaucoup et vous consommez toute la journée. Donc vraiment, cette partie dimensionnement vous permet de pouvoir réfléchir sur quelle typologie d'installation vous voulez. Bien sûr, à chaque option a un coût, chaque option peut être plus ou moins chère, et vous pouvez commencer plus petit et monter au fur et à mesure aussi. Le choix technique, donc là je ne vais pas rentrer trop en détail, mais il y a quand même
trois gros points à prendre en compte. Quel type de panneau? Donc mono ou polycristallin. Polycristallin, on commence à les voir disparaître, vraiment. Alors, on est quasiment plus que sur du mono, mais il en existe encore, il y en a encore qui en proposent. Je ne sais même pas si ça existe en neuf, mais c'est quelque chose qui existait par le passé. On les voit, c'est les panneaux qui ont souvent de couleur plutôt reflet plutôt bleu et avec des espèces de taches dessus. Ça, c'était du poly à l'époque. Aujourd'hui, on est vraiment plutôt en mono, principalement black, donc noir complètement sur la partie dalle, et avec des puissances maximales. Donc là, la puissance maximale, aujourd'hui, on est entre 400, 500, quasiment pour certains nouveaux sur 600. Moi, perso, j'utilise du 400, enfin j'ai quasiment que du 400 ici en max. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne en gros ensoleillement, au faible ensoleillement. Au-dessus, j'émets quelques réserves. Bon, je suis pas aussi pointu pour pouvoir rentrer en détail, mais vraiment c'est un point à prendre en compte. Bien sûr, plus vous avez une puissance maximale faible, et plus il faudra multiplier le nombre de panneaux. C'est pour ça que les installateurs ont plutôt tendance à regarder des gros panneaux, parce que comme ça, en fait, pour une install de 3 kg, aujourd'hui, c'est quasiment que c'est 6 panneaux, et puis à terme, ce sera peut-être que 4, etc., etc. Donc eux, en termes d'installation, c'est plus simple, parce que ça leur permet d'arriver très vite et de faire une installation en moins d'une demi-journée. Mais ça a quelques des effets secondaires. Ensuite, le transformateur. Donc le transformateur DC-AC, donc courant continu, courant alternatif, c'est la partie la plus importante à prendre en compte lors du choix, parce que c'est celle qui va vous permettre de pouvoir être évolutif ou pas. Un ondulateur central, un ondulateur chaîne, on appelle ça, va être quelque chose de figé dans le temps, puisqu'une fois qu'il est posé, en fait, vous avez une capacité limitée de modifier cette installation, dans le sens où la production ou la capacité de transformation faite par cet onduleur est calculée par le nombre de panneaux installés. Donc vous allez éviter de mettre des onduleurs très chers, très grosse capacité, pour une toute petite install. Donc vous n'allez pas anticiper cette évolution future lors d'installation, parce que ça changerait complètement le calcul de l'investissement. Donc du coup, cette notion d'onduleur central, c'est pas techniquement un mauvais choix, mais c'est quelque chose qui doit être vu comme une installation qui est peu évolutive. À l'inverse, les micro-onduleurs ont une capacité de pouvoir être indépendants. Sur chaque panneau, vous avez un appareil, et chaque panneau est indépendant. Ce qui fait que si vous avez commencé avec 6 panneaux, vous pouvez ensuite rajouter 2, 4, 8, et puis faire une évolution sur plusieurs années de votre installation pour arriver à une certaine quantité. Moi, j'ai démarré avec 2 panneaux, j'en suis à 39 aujourd'hui. Donc, et ça s'est fait sur 2 ans. Donc du coup, en fait, cette logique de micro-onduleur est à prendre en compte en termes d'évolution. Ça vous permet justement de pouvoir commencer avec un investissement faible et de pouvoir ensuite faire évoluer votre plateforme techniquement au fil du temps. Dernier point, c'est le stockage. Donc cette notion de stockage est importante, parce qu'il y a vraiment 2 catégories de stockage. Ce qu'on appelle les batteries, bien sûr physiques, ça, il n'y a pas de souci, donc ce sont des blocs, je reviens dans le détail juste après, mais aussi les batteries virtuelles. Et ça, justement, c'est quelque chose que beaucoup d'installateurs proposent, ou que même certains font du marketing autour de ça. Ce n'est pas une batterie, c'est simplement signer un accord avec un fournisseur tiers pour qu'il considère que votre surproduction est exporter, et qu'ensuite cette capacité, ce calcul d'export vous donne un crédit de consommation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plutôt une espèce de porte-monnaie électronique. Allez, imaginons un porte-monnaie virtuel dans lequel vous accumulez des watt-heures, donc de la surproduction électrique, que vous auriez surproduite, c'est-à-dire que vous n'auriez pas consommé, et à ce titre-là, cette surproduction est créditée quelque part et vous permet de pouvoir la consommer quand vous en auriez besoin, typiquement la nuit ou du moins pendant l'hiver. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, parce que vous avez des conditions suivant typiquement certains fournisseurs d'énergie refusent ce type de modèle, parce qu'en fait ça doit être validé avec votre fournisseur local. Alors bien sûr, si vous êtes chez Enedis, la question ne se pose pas. Maintenant, si vous êtes sur des régies locales, c'est quelque chose à valider avec votre régie, parce que les régies ne sont pas forcément fans de ça, dans le sens où ça peut créer des distorsions ou des instabilités sur le réseau, parce que vous allez peut-être favoriser une export plutôt que l'autoconsommation. Donc eux, ils vont devoir gérer ces surproductions très variables sur le réseau, et vont devoir faire plus de monitoring, etc. Donc certaines régies refusent complètement ces notions de batterie virtuelle. Il faut vraiment vous renseigner là-dessus. Et dernier point, c'est surtout que c'est soumis à des frais. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça va pas être gratos, vous allez devoir payer une notion d'abonnement pour pouvoir utiliser le service. C'est-à-dire, c'est souvent à hauteur de 500 ou 700 euros, si je vais regarder, pour pouvoir commencer à avoir ce crédit qui est consommé quelque part. Donc 700 euros pour une capacité de potentiellement réutilisation sur une année, il va falloir commencer à regarder, parce que 700 euros, ça fait beaucoup de kilowatts avant que ce soit rentable. Donc vraiment, la batterie virtuelle, c'est quelque chose à vraiment
prendre le temps de comprendre avant de se lancer dedans et vérifier que vous êtes compatible. Pour la batterie physique, vous avez plusieurs solutions aujourd'hui. Vous avez les batteries physiques fixes, moi j'appelle ça fixe, c'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, on n'y touche plus, ou les batteries plug and play qui sont, je mets beaucoup de guillemets autour du plug and play, parce qu'il faut quand même plutôt faire ça proprement et donc brancher sur une prise qui serait dédiée à cet usage. Donc j'ai fait des vidéos sur ce sujet-là. Mais vraiment, cette logique de plug and play fait qu'en termes d'installation, c'est plus simple pour un lambda de faire cette installation, alors que la fixe en fait doit être faite par l'installateur. C'est principalement ça la différence. Attention aussi, dans les fixes, il y a aussi tout ce qui est les montages un peu do it yourself, où on achète des capacités de stockage de batterie LFP, ensuite on met un onduleur hybride, etc. C'est toujours de la batterie fixe pour moi, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez prendre et déplacer pour le mettre dans votre salon, pour l'emmener, etc. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte correctement, dans le sens où ça doit être aussi matché à votre capacité, ça doit être aussi être vu d'un point de vue déclaratif, parce que il faut faire attention à ce que vous faites avec de la batterie. Tout n'est pas autorisé chez soi. Ensuite, le modèle économique. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quel type de profil, en fait, ça doit être aussi revu en termes administratifs. Est-ce qu'on est une autoconsommation pure? Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Déclaration administrative simplifiée, export limité et fourni gratuitement au réseau. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle le CACSI. C'est un accord avec votre fournisseur d'énergie pour dire que, en fait, c'est ce qu'on appelle les profils no export. Alors, il n'y a jamais vraiment de no export parce qu'en fait, vous ne pouvez pas forcément brider à zéro, mais tout ce que vous donnez sera fourni gratuitement au réseau. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc, le CACSI, c'est plutôt une déclaration à votre fournisseur pour que lui sache que vous êtes producteur. C'est surtout ça, en fait, l'intérêt pour lui. Après, l'autoconsommation avec obligation d'achat. Donc ça, c'est possible uniquement si vous avez passé par un installateur professionnel certifié RGE. Attention, il faut que ce soit professionnel, mais il faut que ce soit surtout certifié RGE, sinon l'obligation d'achat est caduque. Donc votre fournisseur d'énergie va refuser de valider cette obligation, et donc du coup, vous êtes retrouvé à faire une installation avec un prestataire qui n'est pas capable de pouvoir vous permettre d'avoir ce contrat de rachat. Ce contrat de rachat est un engagement fixé sur plusieurs années. Donc ça veut dire que vous engagez avec votre fournisseur d'accès pour un certain volume, avec un prix qui est défini par un système étatique, enfin une commission. Et chaque année, en fait, ce que j'explique juste derrière, c'est que c'est un rachat qui diminue. C'est-à-dire que ce coût au kilowatt, en fait, ne cesse de diminuer. Il était à 11 centimes, je crois qu'il va passer à 1 centime, donc autant dire que c'est plus rien du tout. Ce qui n'est pas illogique en soi, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il ne faut pas voir ces installations comme des systèmes de subvention. C'est pas une subvention. Vous investissez dans votre logement. Vous prévoyez de pouvoir consommer ce que vous produisez. Il ne faut pas commencer à chasser du rachat ou chasser de la subvention, parce qu'en fait, vous le paierez quelque part. Donc, ce tarif de rachat avec obligation d'achat, c'est toujours intéressant si vous passez par un professionnel, autant faire aussi ce contrat, donc mettre en place ce système de rachat, mais il ne faut pas voir ça comme étant une valeur ajoutée indispensable. Quant à la dernière option, qui est la vente totale, ça c'est vraiment pour des installations professionnelles, c'est ce qu'on voit typiquement, les couvertures de hangars, les ombrières. Encore que toutes les ombrières ne sont pas toutes dans le même modèle, même les ombrières professionnelles aujourd'hui sont plutôt avec un usage autoconso, parce qu'en fait ils n'envisagent pas forcément tous de revendre. Ils utilisent pour leurs propres unités de production, leurs propres magasins, etc. Donc toutes les ombrières que vous voyez dans les magasins ou dans les unités, typiquement, je crois, Leclerc est en train de mettre ça en place, mais vous avez ça aussi chez des jardineries. Souvent, en fait, elles sont utilisées pour leur propre consommation avant de revendre. Donc c'est plutôt similaire avec l'option d'achat, l'obligation d'achat. Donc c'est plutôt ce mode-là que font à titre professionnel. Ensuite, associé avec cette logique de RGE, quelles sont les aides possibles? Alors bien sûr, la première chose à comprendre, c'est que ce n'est possible que si vous passez par un professionnel et que par un professionnel certifié RGE. Attention, c'est très important de prendre ça en compte parce que certains professionnels ne sont pas certifiés RGE et mentent, ou du moins font un mensonge par omission sur ce critère et sur ce RGE. Le RGE n'est pas gratuit pour le professionnel, c'est un investissement à son niveau aussi. Il doit passer des formations, il doit payer certaines taxes ou certaines redevances ou je ne sais quoi, qui permettent de pouvoir utiliser ce titre RGE. Donc du coup, pour certains professionnels, ils peuvent vous faire croire qu'ils ont cette certification, mais en fait ne l'ont pas, parce qu'ils ne l'ont pas financé. Ce qui veut dire que les aides possibles associées à ça sont, dans ce cas précis, caduques. Ce que ce professionnel vous aurait vendu peut s'avérer totalement faux. Donc la première, en tout cas, aide que vous pouvez trouver, c'est les primes à l'autoconsommation. Attention, c'est en baisse constante, c'est quasiment, pour moi, destiné à disparaître. C'est quelque chose qui était lié à de la subvention déguisée pour permettre à ceux qui étaient, enfin tous les propriétaires de logements de pouvoir justement alléger la consommation électrique du fournisseur. Maintenant, on va dire que le matériel est suffisamment accessible et pour justement
enlever cette partie subvention. Donc faites attention à ça. Je pense qu'en plus, et d'ailleurs c'est ce qui est expliqué dans le lien officiel qui est fourni, donc je mettrai dans la description, le lien officiel, c'est vraiment soumis à des conditions de ressources. C'est-à-dire que si vous êtes dans certaines conditions avec des salaires, des hauts revenus, vous ne saurez même pas cette prime. Donc vraiment, c'est important de savoir que ça existe, mais c'est vraiment quelque chose pour moi qu'il ne faut pas regarder comme critère primordial. Deuxième, en fait, c'est la TVA, donc uniquement pour les petites installations, taux variable. Donc on va dire, c'est l'histoire c'est le fameux débat qui a eu lieu l'année dernière sur l'application ou non du taux de TVA réduit à 5,5 ou pour les installations de ce type. Pareil, pour moi, c'est destiné à disparaître. Donc, c'est quelque chose que tout le monde se bat avec. L'État veut faire sauter parce que c'est une perte sèche pour eux. Les installateurs voudraient le garder parce que c'est un argument de vente. Mais franchement, comptez pas là-dessus. Tant mieux si vous avez la TVA 5,5, tant mieux pour vous. Mais typiquement, à partir du moment où vous êtes au-dessus de 3 kg, ce qui maintenant devient un minimum, vous avez déjà plus la TVA 5,5. Donc, c'est quelque chose aussi toujours présent, mais de moins en moins validé. Ensuite, la prime rénov, parce que certains installateurs vous vendent cette prime rénov, etc., et j'en parlerai juste après. La prime rénov, c'est uniquement pour le chauffage. C'est pour ça qu'on parle d'installation hybride. Donc c'est photovoltaïque et thermique. Vous ne lancez pas là-dedans. Vraiment, le seul conseil que je peux vous donner, ne vous lancez pas dans des solutions hybrides. Ça veut dire que vous faites passer des fluides calorifiques sous les panneaux solaires. C'est quelque chose qui est très sensible, qui est compliqué à mettre en place, que les installateurs ne sont pas compétents forcément sur ce mode de fonctionnement. Voilà, c'est plus de l'énergie sol, c'est de l'énergie avec du fluide qui doit passer sous les panneaux et ça devient très compliqué en termes d'installation. Donc vraiment, ça, quand on commence à vous vendre, un installateur commence à vous parler d'un prime rénov pour une installation solaire, méfiez-vous, ça sent pas bon. Parce que c'est très certainement plutôt une arnaque, ils essaient de vous vendre quelque chose qui n'existe plus. Donc la prime rénov, ce n'est pas pour du solaire, c'est lié à des optimisations de consommation énergétique du point de vue thermique. Donc c'est pour tout ce qui est isolation des logements, isolation des combles et potentiellement installation de chauffage à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on parle de système hybride solaire et thermique. PVT, c'est photovoltaïque thermique. Mode d'installation. Donc vous avez deux modes d'installation, ce que j'expliquais juste avant, deux modes d'installation clairs. Alors bien sûr, le premier c'est l'auto-installateur. Alors celui-là, faites très attention, il faut que vous soyez compétent dans tout ce qui est électricité parce que vous lancez dans une modification de vos installations électriques de votre logement. Il faut que vous ayez les droits de le faire. Si vous êtes en location, vous n'avez pas forcément les droits de modifier un tableau électrique. Donc du coup, faites très attention à cette capacité en auto-installateur. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire puisque je l'ai fait pour moi. Mais c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de compétences là-dessus et une aisance à travailler en hauteur. C'est très important à comprendre parce que c'est pas quand vous êtes sur le toit que vous allez vous rendre compte que vous avez le vertige. Monter sur un toit à plusieurs mètres et se retrouver à manipuler des panneaux qui font entre 30 et 40 kg pièce, ça commence à être un certain travail qui est technique et qui demande à être très en confiance. Donc, ne vous pensez pas plus compétent que vous ne l'êtes forcément. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à monter à une échelle, oubliez l'installation sur un toit. Parce que vraiment, c'est dangereux. Il y a beaucoup d'accidents qui se font comme ça. On peut très rapidement glisser, on peut très rapidement se faire mal. Et c'est pas forcément tomber du toit, mais se faire une cheville, parce que avec les angles, etc. Donc, il faut être conscient que c'est un métier. C'est pour ça qu'on a des installateurs. Donc, quand bien même vous soyez très motivé, il faut que vous soyez en capacité de faire ce travail. Et c'est pas au moment de l'installation que vous devez le réaliser. Deuxième chose, c'est que pas parce que vous avez acheté le matériel que vous pouvez contacter un installateur et lui demander de le monter pour vous sur le toit. Certains refusent catégoriquement. Faites très attention en mode auto-installateur à bien valider votre projet avant de vous lancer là-dedans. Quant au prestataire, donc là, bien sûr, je répète et je le répéterai non-stop, prenez toujours un prestataire certifié RGE. Parce que si vous n'avez pas ça, ça veut dire que l'installateur ou le prestataire n'est pas suffisamment en confiance lui-même ou n'est pas suffisamment réglo pour pouvoir investir dans cette certification RGE. Donc c'est pas forcément rassurant en fait même pour vous en termes de futur. C'est-à-dire qu'un installateur qui n'aurait pas payé ou qui ne serait pas lancé dans RGE n'a pas forcément vocation à être actif très longtemps dans ce milieu-là. Sauf que vous faites une installation qui va durer plusieurs années. Donc si vous avez un installateur qui est en mode la bricole et qui s'arrête 2 ans plus tard, vous vous retrouvez avec une installation orpheline. L'installation, la certification RGE, c'est pas une garantie, mais c'est quelque chose qui, à minima, vous couvre un peu. L'assurance décennale, alors ça c'est très important. Alors, beaucoup de personnes l'oublient ce paramètre-là, pourtant c'est celle qui vous couvre en cas de problème. L'assurance décennale, c'est l'assurance prise par le prestataire pour couvrir une erreur potentielle, un problème avéré qui serait rencontré sur votre installation. Décennale, c'est pour 10 ans.
Je dis pas que ça va courir 10 ans, mais imaginez maintenant quelqu'un qui met des panneaux solaires sur votre toit et qui fait ça n'importe comment et qui défonce l'isolation de votre toit. Vous avez des fuites dans votre toit qui sont découvertes et vous vous rendez compte avec les combles qui sont blindés d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne sera pas celui qui a construit la maison, ça ne sera pas celui qui aura installé votre toit qui sera responsable, ce sera celui qui a fait l'installation des panneaux solaires. S'il n'a pas l'assurance en conséquence, vous êtes sans rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas couvert. Donc l'assurance décennale est très importante. L'assurance décennale, c'est aussi vous rassurer sur la capacité financière de ce professionnel, c'est-à-dire qu'il est capable de payer cette assurance décennale. Un professionnel, une assurance décennale pour un professionnel coûte très cher. Donc s'il n'a pas les reins solides et qu'il n'est pas capable de payer cette assurance, ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que pour vous, ça ne vous met pas en confiance sur la suite. Donc vraiment, ça fait partie des premiers critères demandés. L'assurance décennale est éthique, tous. Mais si vous arrivez déjà avec ces critères-là obligatoires et vous leur dites sans décennale, on n'avance pas, croyez-moi que vous allez tout de suite évacuer tout ce qui est, tout ce qui est mode de la bricole ou tout ce qui est non sérieux. C'est-à-dire que vous conserverez que ceux qui ont vraiment une visibilité ou une capacité de pouvoir faire un travail sérieux. Vraiment, la décennale, j'y croyais pas, c'est ma femme qui m'a poussé là-dessus. Alors, là, je parle personnel, hein. C'est ma femme qui me pousse à chaque fois à demander décennale à chaque prestataire. Bah, honnêtement, vous verriez la réaction des prestataires, c'est toujours très surprenant, mais quand ils commencent à voir que vous êtes suffisamment au point pour savoir ça, en fait, vous changez de discours. C'est-à-dire que là, ça devient un discours non plus vendeur qui est un peu au-dessus de vous et qui se sent supérieur à vous expliquer comment faire, mais c'est vous qui vous la challengez. Donc, c'est vous qui inversez le pouvoir avec votre prestataire et vous remettez votre prestataire à votre niveau. C'est-à-dire que vous le ramenez sur terre en disant que c'est vous le client et c'est vous qui allez payer pourvu, mais vous voulez être couvert et vous voulez être pris au sérieux dans cette installation. Donc vraiment la décennale, c'est quasiment ça et le RGE, c'est les deux trucs à regarder. Après tout le reste, en fait, c'est vous qui choisissez. La proximité, pour moi, c'est un point non négligeable. Ça devrait être obligatoire. Monter une installation telle qu'une installation photovoltaïque, pas un prestataire qui a plus de 50 km. Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où c'est plus de 50 km, pour lui, les coûts relatifs à l'après-vente ou même à l'installation deviennent un coût très important. Et à ce titre-là, ça veut dire que si vous faites ce choix-là, ben vous êtes non couvert pour la suite. Parce qu'il ne fera plus le déplacement. Il le fera pour l'installation et il ne reviendra plus. Parce que pour lui, plus de 50 km, ça veut dire quasiment une demi-journée, voire une journée condamnée pour venir au voir. S'il doit changer un panneau ou un truc comme ça, il ne le fera pas. Donc vraiment, la proximité, c'est un point important. C'est pas pour faire plaisir et aller taper une bière à un bar avec le prestataire, pas du tout ça. Mais c'est pour avoir la capacité de pouvoir la personne en cas de problème, de pouvoir la personne en cas d'évolution, de pouvoir la personne en cas de questionnement, etc., etc. Plus vous le prenez loin, plus vous prenez le risque de ne jamais le revoir une fois que l'installation est faite et de vous retrouver avec, encore une fois, une installation orpheline. La visite technique. Alors ça, je trouve ça scandaleux, tous les installateurs qui vous font des démarchages et des systèmes sur les salons, sur les foires ou ou par téléphone avec des devis. C'est impossible. Ce n'est pas possible de faire une installation ou un devis d'une installation sans connaître le site. Ce n'est pas possible pour des raisons techniques, c'est-à-dire que les obligations de votre logement sont les obligations de votre logement. Votre logement n'est pas le même que celui de vos voisins. Votre tableau électrique est peut-être très ancien. Votre installation toiture est peut-être une installation toiture que même avec 2 photos, en fait, ça suffit pas à expliquer. Votre logement, la capacité de pouvoir accéder à votre toit, est-ce que vous êtes facile d'accès ou pas? Pour un prestataire, c'est tout de suite quelque chose qui change la donne. Donc la visite technique sur site, c'est même pas une discussion. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir des démarchages avec des prix qui sont donnés par téléphone, c'est un scandale. Dans le sens où c'est impossible. Soit c'est une arnaque, soit ils ont intégré tous les risques possibles, c'est-à-dire en surfacturant comme des sauvages, pour pouvoir couvrir tous les détails, les quelques exemples que je viens de vous donner. Donc vraiment, si vous n'avez pas de visite technique et si le prestataire vous propose par téléphone un prix, etc., mais fuyez quoi. Faut même pas continuer à discuter. Déclaration administrative, donc là on va passer très vite parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, mais globalement c'est la mairie, la déclaration préalable. Attention à la mairie parce que suivant les cas en particulier de votre logement, notamment tout ce qui est autour des bâtiments classés. Dans ce cas-là, ça va plus loin que la mairie, puisque vous devez demander aux architectes de France de pouvoir confirmer la capacité de modification. C'est à côté d'une église, à côté d'un bâtiment classé, ou même un bâtiment qui est lui-même classé. Dans ce cas-là, en fait, c'est les architectes qui doivent venir pour pouvoir valider votre projet ou pas. Donc là, on est dans un autre modèle. Pour une installation basique sans ces obligations-là, c'est une déclaration préalable qui est faite par votre mairie. En revanche, la
Le fournisseur d'énergie doit être justement informé aussi, donc c'est la convention de raccordement de l'installation, donc c'est globalement une sorte de... c'est un contrat CAXI d'ailleurs, qui doit être fait, qui va valider à votre fournisseur d'accès, qui lui-même devra confirmer que vous respectez bien les règles de votre projet en fournissant différents documents. Enfin, il y a tout un truc là-dessus qui est dépendant de chacun des installateurs, mais en gros, les fournisseurs d'énergie doivent être au courant et doivent donner son accord. Ensuite, associé à ça et associé des fois avec le fournisseur d'énergie, vous pouvez être obligé de faire un audit et un contrôle. Donc la validation de Consuel n'est pas obligatoire, pas toujours, mais souvent et de plus en plus. Typiquement, à partir du moment où vous avez une batterie, en théorie, le Consuel est obligatoire. Alors Consuel ne veut pas dire qu'il vient à la maison. Ça veut dire que vous avez une autorité qui va revoir votre projet et dire si c'est OK ou pas. Quand vous passez par un professionnel qui va vous faire une installation, en fait, le professionnel lui-même, électricien ou pas, installateur, est souvent amené à travailler avec les Consuels. Donc du coup, certaines déclarations peuvent se faire en mode rapide, dans le sens où en fait ils ont validé une première, deuxième, troisième installation, et puis à partir de ça, en fait, la confiance se met en place, et puis finalement, ils vont valider au cas par cas certaines installations. Mais en gros, globalement, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont venir chez vous si c'est fait par un professionnel. Par contre, si c'est fait par un particulier, donc en auto-installation, croyez-moi, au-dessus de 3 kg et avec une batterie, ils sont chez vous. Et ils devront être chez vous parce que votre fournisseur d'énergie le refusera tant qu'il n'aura pas eu le document de la Consuel. L'assurance, donc là on parle de l'assurance chez vous. Donc là c'est lors de l'installation ou même à la création du projet, vous pouvez vous renseigner votre assurance, qu'il couvre l'installation. Suivant les contrats, certains vous demandez plus de détails ou pas. Moi, je n'ai pas eu besoin de détails, même si je leur ai donné. Mais c'est vrai que mon assurance m'a juste demandé, OK, vous avez combien sur votre toit? Voilà, OK, parfait, c'est ajouté, ça a été mis dans le contrat comme ça. Certaines autres assurances vont vont demander un droit de regard. C'est-à-dire vont demander quel est le projet, quelle est l'installation, etc., parce qu'ils vont couvrir les risques en cas d'incendie, en cas de problème de fuite, en cas de problème d'infiltration d'eau, etc., etc. Et donc, du coup, ils doivent comprendre qu'est-ce que vous avez fait, enfin, qu'est-ce qui a été fait dans ce logement-là, pour confirmer justement cette couverture supplémentaire. On parle bien d'une couverture supplémentaire. Couverture supplémentaire, ça pourrait être aussi le cas du vent qui arrive, le Mistral qui souffle, qui fait emporter les panneaux et les panneaux vont exploser la maison du voisin. C'est votre logement qui a été la source de l'accident. Donc du coup, l'assurance est aussi là pour ça. Donc vraiment, cette partie déclaration des assurances ne doit pas être oubliée, doit être aussi dans la continuité de ces déclarations administratives. Maintenant, je vais prendre le cas au niveau d'un fabricant que moi j'aime bien, parce que c'est celui que j'ai installé chez moi, parce que c'est celui que j'ai vraiment poursuivi depuis le départ. J'ai une bonne partie de cette liste de matériel d'ailleurs, en phase. Et qu'est-ce qu'on a en 2026? Bon, déjà, les micro-onduleurs, en fait, Enphase est un fabricant de micro-onduleurs à la base, et donc du coup ne produit pas d'onduleurs de chaîne. Donc vraiment, moi je suis pro micro-onduleur. J'ai fait une analyse complète lors d'installation, mon installation initiale il y a 4 ans, et je ne reviendrai pas en arrière. Et aujourd'hui, la situation de mon logement en fait ne fait que confirmer mon choix initial. Donc vraiment, les micro-onduleurs, pour moi, c'est la solution à favoriser dans toutes les installations, même si vous êtes en terrain dégagé. La gamme aujourd'hui chez Enphase, c'est les EQ8. Ils prévoient les EQ9 déjà, mais bon, ce sera sans doute en France en 2027, pas avant. Je vois pas l'intérêt de pousser sur des EQ9. Quoi qu'il en soit, il existe encore des EQ7 et M215 ou M250, d'ailleurs les M-Series, mais ces appareils sont en fin de vie aujourd'hui, remplacés justement par la production des EQ8. Les EQ7 sont encore fournis pour des raisons de maintenance, donc c'est principalement du stock pour la couverture de maintenance et de remplacement, mais c'est plus vraiment du matériel neuf. On va dire c'est du stock qui existe chez les suppliers, chez les fournisseurs et même chez le fabricant, mais c'est plus quelque chose d'actualité. Donc toutes les nouvelles installations, si vous partez de zéro, vous devez regarder sur les EQ8. Les EQ7 sont quand même malgré tout toujours proposés dans des cas d'extension. Si vous avez une installation full EQ7, dans ce cas-là, les EQ8 sont compatibles. Mais si vous avez une installation avec des M-Series, dans ce cas-là, seuls les EQ7 sont possibles. C'est mon cas, typiquement, je ne peux pas regarder des EQ8 parce que simplement, mon installation n'est basée que sur des M215 et des EQ7, et de ce fait, je ne peux pas monter sur les Q8 parce qu'ils ne sont pas compatibles entre eux, et donc du coup moi je suis verrouillé là-dessus. Donc en termes d'installation, si vous êtes en extension, un projet d'extension, regardez bien ce que vous avez au départ parce que vous allez être conditionné pour la suite de l'extension. Potentiellement ça peut même changer complètement le projet dans le sens où vous devez prévoir un remplacement des M-Series par des nouveaux systèmes, tout simplement parce que votre système sera remplacé complètement. Donc c'est une évolution complète de votre installation dans ce cas à prévoir. Deuxième point, le stockage sur batterie. Aujourd'hui chez Enphase, on a eu plusieurs générations dans le passé. La batterie actuelle c'est de la 5P. Alors le nouveau nom c'est la 5P Flex, qui est simplement une évolution technique de la 5P. 5P c'est une 5 kW.
5 kWh de stockage. C'est une batterie qui est assez lourde, ça fait pas loin de 100 kg de bestiaux. C'est une batterie qui doit être pensée unitaire parce que chaque 5P demande une installation particulière en fait en amont. Donc du coup, en fait, on va prendre des unités de 5P. Vous avez une maison standard, ce que je parlais tout à l'heure dans les choix possibles, c'est justement en nombre de 5 kg. Une petite maison qui veut faire de la consommation, etc., une 5P unique, ça sera très bien. Après, si vous avez une maison avec très grosse conso, 2 5P peuvent tout à fait être utiles, et dans ce cas-là, vous allez monter à 10 kWh. Mais c'est ça que le 5P. Tout ce qui est d'avant, si vous avez des vendeurs qui vous proposent de la 3T, de la 10T, fuyez, parce que ça, ce n'est plus supporté, ce n'est plus produit. Enfin, c'est supporté, mais ce n'est plus produit. Donc, c'est des reliquats de stock. Ça veut dire qu'ils les ont potentiellement depuis pas mal de temps sur leur palette dans le stockage. C'est pas forcément une bonne nouvelle, et en plus, c'est pas évolutif. C'est-à-dire que la 3T, 10T, 3T, 10T, ce ne sont pas des batteries qui pourront être compatibles avec l'avenir. Donc, vraiment, si vous partez sur un projet neuf, regardez plutôt la 5P, vous ne posez pas la question, et à ce titre-là, installez directement ce qui est disponible. Si vous êtes par contre en situation d'évolution d'une plateforme déjà en production, comme c'est mon cas encore une fois, moi j'ai des vieilles batteries, des 1.2, moi je suis verrouillé, je ne peux pas installer une 5P à la maison. En fait, je n'ai pas la possibilité parce que c'est pas compatible. En fait, les technologies ne sont pas compatibles entre elles. Donc vraiment, dans les projets d'extension, là, on doit regarder plus en détail. Pour ceux qui sont en installation fraîche, neuve, une batterie 5P, des installations qui est 8, c'est parfait. Borne de recharge électrique, alors là par contre je peux en parler parce que j'en ai une, l'IQEV Charger 2, c'est vraiment une solution qui est idéale dans un modèle d'installation, si vous avez déjà une gamme IQ8, donc si vous avez déjà une gamme même en phase en tant que telle, parce que ce système-là va s'ajouter dans la plateforme Envoy, va s'ajouter dans la plateforme Enlighten aussi, applicative, donc permettant de pouvoir charger, de pouvoir avoir des modules de chargement ou des modèles de réflexion, de modèles de chargement dans votre logement. Donc vraiment l'IQ EV Charger 2, c'est vraiment le bestial, ça marche du feu de Dieu, moi j'utilise à outrance et je ne reviendrai pas en arrière du tout. Après, il y a des petites mises à jour régulières. Il faut de temps en temps tomber le disjoncteur pour le relancer. Mais tous les chargeurs sont sensiblement touchés par ce genre de choses, hormis ceux qui sont vraiment basiques. Mais dès que vous avez de l'intelligence dedans, l'intelligence veut dire qu'il y a du software. Donc, s'il y a du software, du logiciel, donc du logiciel veut dire de la mise à jour. Donc, c'est pour ça que vous avez des fois des petits bugs qui peuvent apparaître. Le gestion d'énergie. Donc, ça, c'est quelque chose qui a ajouté à l'HEMS. Alors, l'HEMS, je suis en face, c'est Enlighten, c'est l'application. Maintenant, l'IQ Energy Router est un appareil qui n'est pas un HEMS en tant que tel, mais qui est un appareil de pilotage des solutions tiers. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à regarder si vous avez envisagé une PAC par exemple. Regardez des PACs qui sont compatibles avec l'IQ Energy Router parce qu'en fait, il permet de pouvoir discuter directement avec les gros consommateurs, avec les gros appareils qui sont compatibles. Principalement les PACs. Mais vous avez aussi les chauffe-eau solaires, vous avez différentes plateformes qui peuvent être compatibles avec ça. Donc ça, je vous encourage à regarder les documentations reliées à ça. Mais vraiment, cette plateforme est intéressante. L'appareil semble un peu cher, mais les gains potentiels derrière peuvent être non négligeables parce qu'en fait, il va permettre de pouvoir discuter directement avec votre appareil de consommation et de pouvoir déclencher des consommations suivant la production solaire qui est avérée. Donc, on imagine que vous êtes en grosse production, vous êtes amené à faire de l'export, et à ce moment-là, vous voulez que l'export, plutôt que partir à l'extérieur, soit renvoyé dans votre pack ou renvoyé dans votre chauffe-eau, renvoyé dans votre chauffage de piscine. Dans ce cas-là, en fait, c'est ça que l'IQ Energy Router permet de faire. Attention, ce n'est valable que pour ces appareils-là. Pour la partie véhicule électrique, c'est l'EV Charger qui le fait. Il le fait déjà. La charge verte permet de faire exactement ce mode-là. C'est-à-dire que dès que vous êtes en surproduction à hauteur de plus de 1800 watts, en fait, le système va pouvoir basculer sur la voiture plutôt que d'envoyer à l'extérieur. Donc vraiment, l'IQ Energy Router, c'est quelque chose à regarder, surtout si vous avez un projet plus global en intégrant justement cette notion de pompe à chaleur. Ensuite, on a justement cette notion de garantie. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça permet de rassurer les personnes et c'est important aussi à comprendre. Quand vous investissez dans ce genre de plateforme, ça veut dire que vous investissez dans l'avenir. C'est important d'investir dans l'avenir, mais aussi d'être assuré sur le fait que l'avenir soit couvert. Donc c'est ça la garantie. Donc la garantie standard, donc c'est ce que j'ai préféré essayer de lister chez Enphase, encore une fois, pas chez les autres. Moi je suis pas chez Randa chez les autres, et je suis même pas renvoyé Enphase d'ailleurs. Je suis juste client Enphase comme les autres. Mais chez Enphase, quand vous installez une partie, ils ne sont pas producteurs de panneaux. Donc les panneaux sont achetés par d'autres prestataires, par d'autres fournisseurs, etc., etc. Mais globalement, c'est entre 25 et 40 ans, suivant le fournisseur. Donc c'est une garantie qui est communiquée par le fabricant. Attention, c'est pas une garantie sur le matériel, c'est une garantie de capacité de production maximale. C'est-à-dire qu'ils vous garantissent que même après 25 ans, vous aurez une production de 85% de ce qui a été communiqué au tout départ. Parce que chaque
panneau solaire, techniquement, perd une petite capacité de sa production maximale année après année. Et c'est ça qu'on appelle les 85% de production maximale, c'est-à-dire que si on vous a vendu un 500 watts crête, en fait, vous devez envisager qu'un X années plus tard, donc pendant le cas de 20 ans ou 25 ans, vous aurez 85% de cette capacité qui sera encore possible avec ce panneau. Donc, c'est-à-dire au lieu de 500 watts, vous produisez 400 et des brouettes. Est-ce que c'est dramatique? À mon sens, non. Est-ce que c'est un problème? Maintenant, en fait, c'est tellement fiable et puis c'est tellement neutre en fait comme matériel. C'est-à-dire que si vous le grattez pas, si vous le tapez pas, si vous le cassez pas, si vous le jetez pas contre un mur, il n'y a pas de raison que ça bouge en fait. Ok, ça perd un peu de capacité, mais de toute façon, avec la moindre pluie sableuse qui tombe sur vos panneaux solaires, en fait, votre capacité de production est diminuée à cause de ça. Donc, la saleté sera plus impactante que la garantie du panneau lui-même, en fait, de cette perte de production intrinsèque. Quoi qu'il en soit, en partant sur une date comme aujourd'hui, de 2026, on arrive à une couverture minimale de garantie jusqu'en 2051. En 2051, ça vous permet de laisser le temps de voir venir. Maintenant, les micro-onduleurs. Donc, on est chez Enphase, on va dans les IQ8 plutôt. Donc, IQ8 étoile, c'est toutes les générations d'IQ8. La garantie est de 25 ans. Donc, 25 ans, ça vous emmène de la même façon que pour les panneaux solaires, globalement, jusqu'à 2051. En termes de transformateur d'énergie, donc d'énergie en courant continu vers le courant alternatif, 25 ans d'engagement, c'est quand même quelque chose d'assez important pour pouvoir être à peu près tranquille. C'est-à-dire qu'une fois que vous installez, vous aurez peut-être revendu votre logement, que les panneaux seront toujours là, quoi. Donc, les panneaux et les micro-onduleurs, en fait, ça bouge pas. C'est tellement fondu dans la masse en interne que ça ne chauffe pas, chauffe très peu. Si vous avez un micro-onduleur qui tombe en panne, de toute façon le fabricant vous renverra une nouvelle version, vous le faites remplacer par votre installateur, ou si vous avez fait une installation, vous le remplacez vous-même. J'ai eu à le faire sur un de mes micro-onduleurs, mais moi j'ai du M215 qui avait déjà plusieurs années, donc il y en a un qui a claqué, je l'ai remplacé, c'est reparti comme de rien n'était, quoi. Donc moi j'ai toujours quelques micro-onduleurs dans mon sous-sol, et je sais que ces micro-onduleurs je les garde de côté pour justement permettre de pallier à une potentielle panne, parce que moi vu que c'est de l'occasion, ça n'est pas garanti. Attention justement à ce point-là. Les micro-onduleurs sont garantis à partir du moment où ils sont installés chez le premier installateur, le premier client. Une fois que vous avez acheté le matériel d'occasion, c'est-à-dire que vous êtes le deuxième installateur, cette couverture est caduque. Bon, officiellement, je dis que c'est caduque. Peut-être que malgré tout, quand vous ferez une déclaration d'RMA, peut-être qu'Enphase fera un geste et vous enverra quand même le micro-onduleur en remplacement. Mais attention, officiellement, ils ne sont pas censés vous couvrir, ils ne sont pas censés vous remplacer parce que la garantie s'applique au premier client, et au premier client qui l'aurait enregistré dans la passerelle Envoy. Si vous avez fait comme des installations M Series comme par le passé, où elle pouvait être installée sans passerelle, en fait, elle sera prise en charge qu'à partir du moment où elle sera chargée dans la passerelle. Donc la passerelle Envoy, c'est celle qui fait la déclaration, d'ailleurs, ce sera un sujet que je présenterai plus tard, mais comment est-ce qu'on sait combien de temps sont couverts vos panneaux, vos systèmes, donc micro-onduleurs, c'est justement dans la partie Enlighten à travers la déclaration ou l'ajout qu'on a fait dans la passerelle Envoy. Donc, quoi qu'il en soit, cette passerelle elle-même, elle est couverte et garantie pour 5 ans par le fabricant. Donc au bout de 5 ans, elle n'est plus sous garantie. Bon, après ça vaut 250 balles, donc oui, si elle tombe en panne, il faudra la remplacer. Peut-être que ça sera un certain coût, mais peut-être qu'elle sera encore couverte et que soit vous, soit votre installateur pourrait le remplacer sans problème jusqu'en 2031. 2031, ça vous laisse le temps de voir venir. Les batteries. Alors la batterie, je ne prends que la nouvelle batterie parce que chaque génération de batterie a eu son temps sa couverture garantie différente. En tout cas, la batterie en IQ, batterie 5P, est garantie 15 ans. En faisant installer aujourd'hui une 5P, vous êtes couvert jusqu'en 2040 pour le matériel. Ça, je peux confirmer que ça fonctionne, parce que moi j'ai même des vieilles batteries, donc des AC2 1.2. Et je les ai fait réparer par le fabricant. Donc du coup, j'ai fait jouer cette garantie par le fabricant, et c'est effectivement un problème au niveau de la carte de cette vieille batterie, qui est assez connue d'ailleurs, et en fait, Enphase est venu chez moi et a remplacé. Donc après, il y a une question de planning pour venir, pour se déplacer, mais c'est quand même important de savoir que c'est possible et que c'est remplaçable. Alors, dans certains cas, ça peut être Enphase, dans certains cas, ça peut être votre installateur qui le fait, et qui est missionné par Enphase. Donc c'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, si vous avez fait installer par le prestataire, c'est le prestataire qui doit prendre en charge ce travail-là, et c'est vous qui le contactez pour que lui fasse la mise en relation avec Enphase et fasse le remplacement. La borne de recharge, quant à elle, est couverte comme la passerelle à hauteur de 5 ans. C'est un peu standard, je crois, sur tous les bornes install, ce qui vous emmène jusqu'à 2031. Quant à l'IQ Energy Router, c'est quelque chose qui est un petit appareil électronique, donc du coup électronique, c'est 2 ans de couverture. C'est pas vraiment le gros du matériel, donc du coup c'est plutôt quelque chose à savoir aussi en termes de couverture et de garantie. Des exemples de scénarios. Alors moi je vais en prendre 3 pour faire très simple, de manière à gentiment se terminer. Je vais prendre 3 cas
en ayant mon coup de cœur pour le premier. Le premier, pour moi, c'est celui que j'ai appliqué, puisque c'est celui qui est évolutif et pragmatique, c'est-à-dire qu'on commence par une installation simple. Typiquement, c'est celui, si vous êtes en mode auto-installation, allez directement dans ce mode-là. Configuration des panneaux, IQ8, panneaux à peu près 500 watts, 400, 500 watts, 450 watts, suivant les coûts et les options que vous avez, et une Envoice S-Method. Là, vous avez un investissement de base, une installation à 3 kg, facile à faire, qui vous permet de pouvoir faire une initialisation ou un démarrage assez light en termes de coût, mais assez light aussi en termes de découverte, c'est-à-dire que vous êtes progressif. C'est une installation de base. Pour moi, c'est une installation de 3 kg qui permet de pouvoir couvrir vraiment le talon, de pouvoir découvrir la plateforme, de pouvoir comprendre comment marche le système, parce que vous aurez l'Envoice S-Method, et donc du coup, vous aurez la capacité de pouvoir monitorer cette partie consommation, de pouvoir voir un peu comment votre logement ce produit, de pouvoir aussi commencer à faire de l'optimisation de consommation en basculant certains consommateurs plutôt la journée que la nuit, etc. etc. Ce mode-là, c'est un mode qui permet de pouvoir favoriser une installation à 3 kg, même et surtout en mode autoconsommation, c'est vraiment celui qu'il faut choisir. En mode par un prestataire, c'est aussi une bonne option, ça permet de pouvoir lancer un projet sans non plus y lâcher un rein, mais en permettant de pouvoir créer une relation aussi correcte avec votre fournisseur. Vous voyez aussi s'il vous pousse au vice, s'il a tendance à appuyer pour faire vendre plus. C'est pas forcément une situation digne de confiance, ça vous permet aussi de voir aussi la pérennité, c'est-à-dire en prenant un risque limité. Si jamais votre installateur, pour X raison, périclite, en fait, vous n'aurez pas une installation trop compliquée à faire reprendre par un autre prestataire. Donc du coup, c'est quelque chose à vraiment regarder. Un gros consommateur. Donc là, vous êtes déjà, deuxième scénario, vous avez déjà quelque chose de plus important. Vous avez déjà une PAC, vous avez déjà une piscine, vous avez potentiellement du matériel consommateur. Vous pouvez être un professionnel, typiquement un laboratoire de cuisine ou de pâtisserie ou je ne sais quoi. Là, dans ce cas-là, ça peut être quelque chose d'intéressant, puisque vous êtes plutôt un profil gros consommateur, donc l'IQ8, on reste que là-dessus, mais une batterie 5P ou un énergie routeur, si vous avez une PAC compatible, peut être pas mal. Donc là, c'est justement cette notion de pilotage avec le routeur qui permet de pouvoir optimiser cette surproduction et l'envoyer dans la PAC. C'est aussi un stockage qui permet de pouvoir équilibrer votre consommation entre le jour et la nuit. Donc c'est quelque chose d'intéressant en termes de consommation d'avoir le régulateur. Donc la batterie est vue comme un régulateur de consommation entre le jour et la nuit, entre les pics, etc. etc. ce que j'expliquais un peu plus tôt. Le troisième, c'est vraiment le cas de l'électrique mobile. Alors là, on est panneau, IQ, et éventuellement une batterie si vous voulez, mais je n'en parle même pas trop parce que je considère la voiture comme une batterie. Un IQ V-Charger. Ça, c'est intéressant si vous avez un propriétaire qui fait à peu près, si vous avez une voiture qui fait environ 50 km par jour et qui peut se recharger dans la journée. Alors pas forcément le jour où il roule bien sûr, mais typiquement vous seriez avec, vous avez 2 jours de travail sur site et vous avez un jour à la maison. On imagine par exemple lundi mardi sur site à quelques 25-30 km de chez vous, donc aller-retour 60. Vous avez une véhicule qui fait 200-300 km d'autonomie et vous pouvez recharger le mercredi durant la journée et ensuite faire la même chose vendredi, samedi et ensuite recharger durant le week-end. Ça c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir un véhicule qui serait rechargé principalement par les panneaux solaires. Donc ça c'est une installation plutôt autour des 4, 5, 6 kg si vous n'avez pas de batterie, mais c'est quelque chose qui considère le véhicule comme étant capacité de surstockage pour transformer cette consommation énergétique fossile, donc pétrole, globalement diesel ou l'essence, justement vers un véhicule électrique. Alors électrique ou hybride, c'est pas un hybride avec capacité de un roulage, donc, typiquement les nouveaux modèles qui vont jusqu'à 100 km de roulage en électrique, c'est aussi un bon choix dans ce modèle-là, dans ce cas-là, ce que nous on a ici, puisque là, dans ce cas-là, votre charge de petite batterie peut se faire directement avec les panneaux solaires. La conclusion pour cette présentation, vraiment ne jamais se précipiter. Prendre le temps. Ne jamais jeter à corps perdu sur une seule offre qui vous aurait été faite sur une foire, sur un événement, par un prestataire, un démarchage à domicile. Faites attention à ça parce que vraiment c'est quelque chose qui est souvent survendu. C'est souvent, moi je vois plein de personnes qui me parlent avec des offres au-dessus de 20 000 euros qui sont complètement des arnaques, quoi. Donc ne vous focalisez pas sur les aides non plus. Si un prestataire vous pousse et vous parle que d'aide, fuyez. Les rachats de TVA, la TVA gratuite, la récupération de TVA, ça pareil, c'est une arnaque, ça ne fonctionne pas, c'est très rare et en plus c'est très monitoré. Donc vous allez vous retrouver avec une situation inextricable et vous pourrez retrouver à devoir payer très cher c'est justement ces arnaques à l'État. Donc prenez le temps.
Observez votre mode de vie avant de choisir une solution. Plutôt prévoyez à comment optimiser, qu'est-ce que vous pourrez faire pour transférer une charge, enfin une consommation nocturne vers la journée, etc., etc. Prenez le temps. Vraiment, vraiment, c'est la principale recommandation. Avant de faire la première installation chez moi, j'ai mis plus d'une année d'observation avant de choisir le matériel et installer le premier panneau, etc., etc. Faites travailler aussi les entreprises de votre région. N'hésitez pas à demander à vos voisins. Ça, c'est un bon truc que d'ailleurs même moi j'ai fait, parce que le dernier pan de mon toit n'a pas été monté par moi, mais par un prestataire. Et c'est le prestataire qui a fait l'installation de 3 ou 4 voisins autour de chez moi, et un prestataire très fiable dans la région, à qui j'ai proposé de faire l'installation. J'ai fourni le matériel, donc eux, ils m'ont fourni la main-d'œuvre, et ils ont permis de pouvoir le faire, mais ils avaient qualifié toute mon installation avant pour être sûr de ne pas se retrouver coincé. J'ai fait une partie technique et la mise en route, c'est moi qui l'ai faite aussi. Donc vraiment, les entreprises de votre région deviennent des partenaires dans ce code-là. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous avec une vision d'évolution. C'est-à-dire qu'un installateur, vous pouvez lui demander une installation de 3 kg et tourner une année et demie, et puis après lui demander de faire un ajout de production et de passer de 3 à 6, et puis après une année, etc. Et ensuite, vous prenez une installation de batterie, etc., etc. Donc, de garder un lien avec votre fournisseur est aussi un bon choix. C'est pas parce qu'un fournisseur travaille en indépendant, ou on va dire plus tout seul, qui n'est pas fiable. L'important, c'est pas le nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, l'important, c'est la fiabilité, la manière, le ressenti que vous avez et le retour qu'ont des clients potentiels autour de vous et la relation que vous créez avec eux. Demandez plusieurs devis. Ne restez pas figé sur un seul, même s'il peut être le meilleur de la Terre. En fait, d'avoir plusieurs devis, ça vous permet aussi de rassurer la fiabilité de celui que vous avez, à qui vous avez plutôt un faible ou vous avez envie de travailler avec. Le passage par plusieurs devis permet de pouvoir aussi vous donner une réassurance, c'est-à-dire de ne pas avoir quelques mois plus tard le sentiment de vous être fait arnaquer. Vous avez pris le temps, vous avez demandé à plusieurs prestataires, vous avez une capacité de pouvoir comprendre correctement justement les offres qui ont été faites. Enfin, ce que j'arrête pas de dire, moi je suis très pragmatique dans ma manière de faire, donc choisissez plutôt une solution évolutive, démarrez petit, faites évoluer sur plusieurs années plutôt que de faire un très gros investissement financier qui va vous demander monopoliser beaucoup d'argent, mais risque de vous frustrer plus qu'autre chose. C'est ma manière de faire, après chacun voit comme il fait. Donc voilà.